5 minutes ensemble, où on va pouvoir discuter un petit peu d'un retour d'expérience sur un projet que l'on est en train de mener. Alors derrière ce titre un petit peu accrocheur qu'on a choisi pour ce comptoir, il y a en fait une vraie histoire. L'histoire d'un projet que l'on est en train de mener à la TDF, à la Total Digital Factory, où dès la première journée de développement, en fait, on a réussi à faire économiser à notre client plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc, on va vous raconter, au cours de ce comptoir, l'histoire d'un MVP vraiment minimaliste. On va passer à peu près 20 minutes de présentation, puis après ça, on aura pas mal de temps pour les questions et pour la discussion, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat au fur et à mesure. Avant d'aller plus loin, je vous propose de nous présenter. Je m'appelle Emmanuel Lin tout le monde, je suis consultant à Octo Technologies et je suis tech lead de l'équipe qui mène ce projet. Et je vais faire ce comptoir avec Marc, Marc qui est mon PO/client. Bonjour à tous, Marc Frier. Je suis acheteur énergie dans la branche raffinage de Total, donc plus précisément dans la division Europe et pour la France, pour ce qui me concerne. Et comme l'a dit Emmanuel Lin, je suis product owner du projet VADER, dont on va parler durant cette présentation. Donc je vais commencer par vous présenter le projet VADER, ensuite la solution qui a été mise en place dès le jour 1, qui est la particularité de ce que nous avons fait. Emmanuel Lin ensuite vous expliquera le processus de développement dans la squad et nous vous présenterons tous les deux les bénéfices et pratiques, tout ce qu'on a tiré comme enseignement de ce projet et de la manière dont on va traiter. Alors, VADER, pour commencer un peu de contexte, l'énergie au raffinage. Alors, j'ai mis raffinage dans les slides, mais ça concerne également la pétrochimie. Donc, le raffinage, c'est la fabrication de produits énergétiques et la pétrochimie, c'est la fabrication de plastique, pour schématiser. Et les deux ont pour commun d'avoir comme produit d'entrée le pétrole. C'est une activité qui nécessite énormément d'énergie, donc de gaz et d'électricité, parce que c'est des process industriels où on chauffe beaucoup, on active des pompes, des machines tournantes, des fours, etc. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, en France, on représente 5% de la consommation du pays, donc c'est des ordres de grandeur importants. En électricité, c'est à peu près 10 fois moins, mais ça représente quand même l'équivalent d'une demi-centrale nucléaire. Donc notre consommation d'électricité représente ce que produit la moitié d'une centrale nucléaire. Et en termes d'enjeux économiques, le raffinage dépense en France plusieurs centaines de millions d'euros par an pour acheter ce gaz et cette électricité. Donc mon métier, c'est d'acheter cette énergie au meilleur prix. Alors pour rentrer plus dans le détail du métier d'acheteur d'énergie, ça consiste à négocier et opérer les contrats d'achat d'énergie auprès de divers fournisseurs. Là, ce qui va nous intéresser, c'est la partie opérée. Il y a une des sous-parties de cette opération qui consiste à envoyer tous les jours à nos fournisseurs, à la fois pour le gaz et l'électricité, des prévisions de consommation. Donc, on dit concrètement à nos fournisseurs, voilà, demain, je vais consommer X mégawattheures. Dans le jargon, j'ai peut-être jargonné dans la suite, on appelle ça nominer ou envoyer des nominations. Donc, comment ça se passe concrètement? J'envoie à mon fournisseur, OK, demain, je vais consommer 100. Il va vraiment se procurer 100. Et si en réalité, j'ai consommé 110, par exemple, ben les 10 que je n'avais pas commandés, il va me les trouver, mais à un prix plus élevé. Ou inversement, si je consomme que 90, il m'avait acheté 100, il faut qu'il revende les 10 que je n'ai pas consommés. Et toutes ces opérations coûtent de l'argent, en fait. Donc l'objectif, c'est d'effectuer des nominations, donc des prévisions de consommation les plus précises possibles. Et là-dessus, on est sur un enjeu qui est de plusieurs centaines de milliers d'euros par an. C'est ce que j'économiserais si j'avais des nominations parfaites, donc si j'arrivais à prédire exactement la consommation de mes sites. Aujourd'hui, le process il est manuel, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans mon équipe qui, les jours travaillés, donc les jours de semaine, vient regarder à la main la consommation qu'il y a eu les jours passés et qui fait une estimation un peu à dire d'expert de ce que les sites vont consommer pour le lendemain. Il envoie ça avant midi aux fournisseurs et le vendredi, il ne s'occupe pas que de la journée d'après, mais il fait le samedi, le dimanche et le lundi. Donc, ce qui fait qu'il est moins précis parce qu'avec un horizon plus lointain de 3 jours, il peut se passer plein de choses sur un site et les consommations peuvent varier. Donc voilà, il y a un enjeu de prédiction de consommation pour lequel aujourd'hui on n'est pas outillé.
VADER, donc le projet VADER, c'est pour valorisation des données énergétiques du raffinage. Et l'idée, c'est d'effectuer ce processus de nomination que je viens de vous décrire avec un outil moderne, donc avec de la data science. Le moyen, c'est que l'outil aille récupérer lui-même les données historiques, à la fois dans un passé lointain et jusqu'au temps quasi réel, pour avoir à la fois des patterns passés et puis du comportement très récent, et alimenter un modèle de prévision. Donc Total a lancé sa Digital Factory en début d'année. Et l'idée, c'est que tout le monde dans le groupe peut avoir une idée et postuler pour que son idée soit développée par une équipe de cette Digital Factory, donc qui est en partenariat avec Octo. Et donc notre projet VADER a été admis, validé dans cette Digital Factory en juillet. On a effectué le cadrage avec la squad en septembre. Et depuis début octobre, les développements sont lancés avec pour objectif de terminer fin février. Donc là, on rentre dans l'intérêt de ce qu'on vous présente, la solution au jour 1. Donc ce jour 1, c'était le 1er octobre. Et donc dès le premier jour, il y avait ce qu'on appelle un MVP, c'est-à-dire un minimum viable product, un produit viable avec un intérêt pour l'utilisateur. Donc la solution qu'on a trouvée pour avoir un MVP dès le premier jour, donc c'était, alors on fait gaz électricité, là on s'est concentré sur le gaz qui est un peu plus simple en termes techniques. Nous, utilisateurs, l'équipe nous a demandé de faire un extract manuel des consommations de la veille jusqu'au temps réel quand c'était disponible et de les envoyer par un fichier Excel à la squad. La squad a fait un modèle très rustique pour commencer, qui consistait en la moyenne des 5 dernières heures disponibles, fois 24 pour avoir une journée complète. Tout ça dans un node Python. Alors Emmanuel va vous expliquer la technique après. Et ces prédictions étaient envoyées via un screenshot dans un Teams où on était tous présents, à la fois la team de développeurs et les utilisateurs, donc mon équipe. Et c'est ce qu'on voit sur le screenshot à droite. Vous avez en haut la liste de mes raffineries avec leur consommation la veille et en bas le screenshot qui est envoyé. Donc l'intérêt, c'était d'être en production dès le premier jour. Avec évidemment un produit qui n'était pas terminé, mais d'avoir quelque chose qui ressemblait à un produit fini. Et donc là, on avait une solution qui a servi à Marc et son équipe dès le premier jour. Alors derrière, d'un point de vue technique, à quoi ça ressemble? Ce que je voulais vous montrer, c'était le schéma d'architecture. Alors assez loin des schémas d'architecture qu'on peut avoir tendance à voir, notre première architecture, notre architecture le premier jour, c'était la suivante. On avait donc notre utilisateur qui fait un extract manuel d'un fichier Excel qui nous envoie donc à l'équipe. On faisait tourner en local sur notre PC avec du code Python, donc c'est un langage de développement, un des langages les plus utilisés en data science, et puis on avait notre résultat. Et on faisait du coup une capture d'écran de cela et on l'envoyait par Teams à notre utilisateur, et du coup il pouvait consommer les solutions. Donc ça, c'était notre architecture au jour 1, et bien sûr, on ne s'est pas arrêté là, on a continué à développer, on a automatisé des choses, on a ajouté de nouvelles fonctionnalités, on va rentrer dans le détail. Mais en fait, on est parti dans une démarche qu'on appelle d'architecture émergente, c'est-à-dire qu'on a commencé avec une architecture extrêmement simple, et au fur et à mesure, on a rajouté les briques dont on avait besoin et que l'on avait priorisées avec notre PO. Donc si je rentre un petit peu dans le détail de notre processus de développement, une fois qu'on a fait ça le premier jour, eh bien en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche toujours un équilibre entre deux grandes thématiques. Entre la thématique automatiser tout ce qui nous prend un petit peu de temps, tout ce qui est un petit peu douloureux, et à la fois ajouter des nouvelles fonctionnalités pour nos utilisateurs. Par exemple, pour automatiser, c'est plutôt que de faire l'extract à l'utilisateur, qui risque d'oublier et qui va trouver ça pénible, la première chose qu'on a fait, c'est on a fait l'extract nous-mêmes. On était toujours sur un extract manuel, mais on avait une solution qui servait plus l'utilisateur. On a ajouté des nouvelles fonctionnalités aussi au fur et à mesure. Marc vous a parlé de gaz et d'électricité, donc notre première solution avait du gaz, on a ajouté de l'électricité. Ensuite, on a ce qu'on appelle dans le jargon de tirer les flux, c'est-à-dire on a automatisé le fait d'avoir les données qui arrivent régulièrement dans notre système. Et puis on a continué en parallèle à faire quelque chose d'utile pour notre utilisateur. Par exemple, on a rendu configurable un certain nombre de paramètres par l'utilisateur. Puis on a construit un front, quelque chose qu'il peut voir, qui va un petit peu au-delà du screenshot, et on a ajouté une fonctionnalité.
à faire un calcul automatisé des pénalités, pour être capable de mesurer la valeur de ce qu'on a produit. Puis, d'un point de vue plus technique, on a automatisé tout ce qui est infrastructure, donc ce qu'on appelle l'Ops. On a automatisé tout ça pour pouvoir plus facilement déployer notre solution. Et donc, en plus, ça a servi à un intérêt utilisateur, c'est d'avoir une solution un peu plus stable, c'est-à-dire que maintenant, quand on a un bug, on peut redéployer. En fait, depuis le début du développement, chaque semaine, on cherche à avoir cet équilibre entre un petit peu d'automatisation et un petit peu de fonctionnalité utile à notre utilisateur. Ce processus était très intéressant parce qu'en fait, ça nous a permis de livrer toujours des choses utiles à l'utilisateur tout en tendant vers une solution un peu plus automatisée. Voilà un petit peu brièvement notre processus de développement. Donc on a une solution très simple au début, puis après ça, au fur et à mesure, on automatise et on complète la solution, etc. Pour continuer d'avancer sur cette présentation, on voulait avec Marc vous parler un petit peu des bénéfices qu'on a tirés de cette démarche et puis quelques pratiques que vous pouvez peut-être essayer d'appliquer sur vos projets. Alors, pour le métier, évidemment, le premier intérêt, c'est qu'on bénéficie de la solution dès le début. Là, par exemple, pour vous donner un exemple concret, on est au milieu de la phase de développement. L'outil fini n'arrivera qu'en février. On reçoit déjà par email des prévisions de consommation qu'on a pu envoyer à la personne qui, concrètement, tous les jours fait les opérations, qui nous va remercier et qui nous donne du feedback. Donc déjà, pour lui, c'est utile. Et ensuite, deuxième point, ça nous permet d'affiner le besoin. C'est-à-dire que tout de suite, il nous a dit merci, puis ensuite, ah oui, mais ce serait pas mal d'avoir tel format ou tel info en plus, ou tel regroupement ou tel zoom. Du coup, ça nous permet de ne pas attendre la fin du cycle de développement pour avoir les retours des utilisateurs et puis devoir rajouter du temps de développement ou d'avoir un outil qui ne correspond pas exactement aux besoins. Troisième point, ça donne confiance. On a une squad qui fonctionne assez bien, même très bien. Ça, c'est parce que très vite, on a eu confiance dans le fait que l'équipe allait être capable de délivrer un produit fonctionnel. Et ça amorce une espèce de boucle positive de confiance et d'efficacité. Et pour terminer, ça favorise la collaboration avec les développeurs. C'est-à-dire que dès le premier jour, ils nous ont demandé de leur envoyer un extract des consommations. Donc tout de suite, ça a engendré tout un tas de questions. Ah oui, mais ça, c'est quel site? À quoi ça sert? Etc. Au début, moi, j'imaginais plutôt qu'il allait falloir que je fasse un genre de cahier des charges à envoyer aux développeurs et puis que je leur reparlerai 2 mois après, pour caricaturer. Là, ça n'a pas du tout été le cas. C'était un échange continu qui a été initié dès le premier jour, en fait. Et je pense que ça a permis aussi à la team de développeurs de tout de suite être sur du concret et de comprendre ce qu'elle allait devoir développer. Pour l'équipe de développement, pour vous donner un petit peu plus de contexte, l'équipe de développement, on est 6 à développer dans l'équipe. Les bénéfices qu'on a tirés de cette démarche étaient un feedback très rapide sur les nouvelles fonctionnalités qu'on a implémentées. C'est-à-dire que dès qu'on a implémenté quelque chose, en fait, la fonctionnalité allait en production, au sens de elle était accessible à nos utilisateurs, et donc on obtenait un feedback assez rapide, ce qui nous a permis d'identifier qu'on avait oublié telle ou telle raffinerie, ou que là, ici, il y avait une coquille sur les dates, ou qu'on avait un problème de zone temporelle, et du coup, on n'était pas tout à fait à la bonne heure, ou on avait oublié un compteur, etc. Et on a appris énormément de choses au fur et à mesure. Ensuite, comme on a la confiance du métier et des utilisateurs, on n'a pas un métier qui nous met la pression pour qu'on avance, pour qu'on aille plus vite, etc. On est capable de trouver cet équilibre dont je vous parlais tout à l'heure entre automatisation et développement de nouvelles fonctionnalités. De manière plus pratique, quand on travaille sur notre liste de choses à faire, notre backlog, et qu'on cherche à prioriser, on peut se permettre de prioriser des tâches techniques sans souci. Notre PO ne va jamais nous dire non, on ne fait pas de tâches techniques, on fait que des choses que je comprends directement, qui sont complètement utiles. Et finalement, on peut construire l'outillage technique au fur et à mesure. Par exemple, sur notre équipe, la personne en charge généralement de l'infrastructure et des outils tels que la CI/CD, la personne qu'on appelle l'Ops, est assez junior. Et du coup, si on lui avait demandé de mettre en place toute l'infrastructure avec un environnement de développement, un environnement de qualif, un environnement de production, un service d'authentification, etc., avant qu'on puisse livrer
une première solution à notre utilisateur, eh ben, il aurait eu énormément de pression, il aurait beaucoup souffert. Là, grâce à cette démarche, au début, on n'avait pas besoin d'environnement, puisque tout tournait sur un ordinateur en local. Puis après ça, au fur et à mesure, on a déployé des choses sur le cloud qu'on utilise, et il a pu construire au fur et à mesure l'outillage technique du développeur, l'infrastructure, etc. On a aussi appris à se connaître au sein d'équipes et à développer nos pratiques au sein d'équipe. Voilà, c'est une démarche qui nous a vraiment permis d'avoir une approche, d'être très serein sur notre développement et de pouvoir construire au fur et à mesure. Donc les bénéfices au-delà de nous deux pour la Digital Factory, elle a été rassurée très rapidement sur la probabilité de succès du projet, parce que c'est une vraie question. On a pu constater que tous les projets n'arrivent pas ne débouchent pas sur un succès, en tout cas pas dans les temps prévus. Et ça donne du concret pour communiquer auprès du management. Moi, mon manager direct, par exemple, il a constaté que je passais beaucoup de temps sur ce projet-là. Et le fait d'avoir des éléments concrets à montrer dès le départ, ça l'a rassuré, ça m'a permis de continuer à travailler sereinement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être généralisé et qui est très positif. Pour finir cette présentation, et puis on va prendre après ça le temps de discuter avec vous et de prendre des questions, on voulait vous donner quelques takeaways, quelques pratiques à retenir. La première pratique qu'on voulait vous donner, c'est faire manuellement avant d'automatiser. Là, dans notre démarche, on a commencé par faire des screenshots et des extracts manuels avant d'automatiser. Ça apporte quoi? Ça permet de s'assurer que ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment utile. Et donc, on n'est pas en train d'investir dans de l'automatisation de quelque chose qui ne servira pas finalement. Ça permet d'éviter du surengineering. La deuxième, c'est impliquer au moins un utilisateur au quotidien. En fait, on a eu une chance sur ce projet, c'est que Marc, notre PO, notre client, c'est aussi un utilisateur, c'est-à-dire qu'il se sert de ce qu'on fait. Et donc, tous les daily, donc toutes les petites réunions journalières qu'on fait le matin, il est là, et on est capable du coup de lui faire des petites démonstrations, de prendre du feedback à ce moment-là. C'est extrêmement enrichissant parce que ça nous permet de mieux comprendre ce qu'il fait. Donc, impliquer au moins un utilisateur au quotidien dans le projet. Ce n'est pas toujours possible d'impliquer tous les utilisateurs, mais en trouver un pilote, c'est souvent possible. La troisième, c'est avoir une architecture émergente. Plutôt que de partir sur des schémas d'archi extrêmement compliqués et se dire qu'il faut commencer par construire toutes les briques techniques avant de pouvoir commencer à livrer des fonctionnalités, vous pouvez commencer avec un truc un petit peu minimaliste, avec une architecture où il y a vraiment que ce qui est nécessaire pour faire une première version qui sert l'utilisateur, et puis après ça, rajouter au fur et à mesure de l'architecture. Le schéma d'architecture aujourd'hui est bien entendu beaucoup plus compliqué que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis finalement, le dernier point, peut-être un peu plus haut niveau, c'est avoir une démarche vraiment agile. C'est-à-dire, au-delà de tous les cadres méthodologiques, tels que par exemple Scrum, qui cadre énormément de choses, au final, avoir une démarche vraiment agile, de se dire de quoi j'ai besoin aujourd'hui pour répondre un petit peu à mon utilisateur, prendre du feedback et être capable de recommencer. Donc voilà, 4 takeaways, faire manuellement avant d'automatiser, impliquer au moins un utilisateur au quotidien, avoir une archi émergente, et avoir une démarche vraiment agile. On arrive au bout de ce qu'on avait à vous présenter. Maintenant, je ne sais pas s'il y avait des questions dans le chat, on va pouvoir y répondre au fur et à mesure. Oui, il y a eu quelques questions. La première, c'était: est-ce que Python est nécessaire pour la data science? J'avais répondu que c'est vrai que c'est le plus commun, celui qu'on retrouve le plus, mais il y a aussi des projets qui sont utilisés avec le langage R, souvent accompagnés d'un autre langage plus classique pour le développement back, mais je voulais te laisser rajouter certains détails, si tu as envie. Ta réponse me va bien. Je ne sais pas s'il y a peut-être plus d'éléments de contexte derrière cette question sur est-ce que c'est pour choisir ou est-ce que c'est parce que vous posez la question? Vous avez choisi autre chose et vous demandez si vous devez prendre Python. C'était une question du questionnaire, donc je ne sais pas si la personne est là. Sinon, il y a d'autres questions. Il y avait la consommation doit varier beaucoup dans la journée et ne prendre que 5 heures pour le MVP permettait d'obtenir une moyenne fiable. Est-ce que prendre 5 heures pour le MVP permettait d'obtenir une moyenne fiable sur une journée de 24 heures? Ma réponse, c'était l'objectif principal n'était pas forcément d'avoir une réponse fiable, mais plutôt d'avoir un feedback le plus rapide possible, mais en précisant que c'était quand même assez fiable d'après notre utilisateur Marc.
Et je pense que la personne a apprécié la réponse. Effectivement, Il y notre a- objectif de première solution, c'est pas d'avoir la solution parfaite qui répond à tous les besoins, c'est vraiment d'avoir une solution minimaliste qui permet au moins de vérifier que ce qu'on fait est utilisable. C'est-à-dire que Marc peut prendre une décision à partir de notre prévision. Et après ça, on a continué à améliorer le modèle, bien sûr, mais on fait plus trop de moyennes. C'est ça. Il y a eu aussi la question, y avait-il une raison pour que cette opération de prédiction ne soit pas automatisée auparavant? Ça paraît étonnant qu'on n'y ait pas pensé. Je pensais plus pour Marc. Oui, alors en fait, il faut imaginer qu'au siège, on a une équipe d'une dizaine de personnes qui travaillent sur des modèles. Mais une raffinerie, en fait, c'est une usine où on fait rentrer des barils de pétrole et puis on fait sortir de l'essence et du diesel, pour faire ça très simple. Et à l'intérieur de cette boîte, il y a des dizaines et des dizaines de sous-unités qui tournent. Et, donc la partie énergie, c'est quelque chose d'un peu perpendiculaire qui rentre et qui est moins regardé parce que les enjeux sont, je pense, 10 à 100 fois moins importants. C'est-à-dire que j'ai essayé de vous impressionner en vous disant qu'on dépensait des centaines de millions pour acheter de l'énergie, mais en réalité, les barils de pétrole, ils coûtent des dizaines de milliards. Donc, c'est là-dessus qu'est mis l'effort de développement. Et pourquoi est-ce qu'on s'est attaqué au problème de nomination cette année? C'est grâce à la Digital Factory. En fait. Avant ça, j'avais personne à qui soumettre cette idée et puis des gens pour m'aider à le développer. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, voilà pourquoi c'est arrivé en 2020 et pas il y a 5 ou 10 ans. Merci Marc. Il y a une question aussi. Votre collaboration semble établie sur l'itération avec un livrable à chaque fois. Quelle est votre fréquence de livraison de produits et sur quoi est-elle basée? C'est une très bonne question. Alors, nous, on n'a pas une démarche de sprint au sens Scrum, c'est-à-dire on fait 2 semaines et puis on commence par se demander ce qu'on va faire dans le sprint et puis à la fin des 2 semaines, on livre ce qu'on s'était engagé à faire. On a une démarche plus Kanban, c'est-à-dire qu'on dépile au fur et à mesure des fonctionnalités qu'on a envie d'ajouter et on les livre en continu. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'une fonctionnalité est terminée, d'un point de vue purement technique, en fait, sur Git, elle est mergée sur master, comme on dit, donc elle va sur la branche de production, et à la prochaine interaction avec le système, nos utilisateurs ont accès à cette dernière fonctionnalité. Donc on livre en continu des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités sur la solution. Il y a un petit aparté à faire comme ça, là-dessus quand même, c'est que pour l'instant, on fait ça sur un environnement que l'on appelle de développement. De développement, pourquoi? Parce que du coup, les développeurs viennent apporter des modifications, et parfois on casse les choses. Donc on a un accord avec nos utilisateurs, c'est que parfois la solution va ne pas marcher. Mais on va leur livrer une fonctionnalité un peu plus tard, ce qu'on appelle l'environnement de production, qui sera beaucoup plus stable. Donc on livre régulièrement, tous les jours, des petites fonctionnalités, et ces petites fonctionnalités, on a tendance à les démontrer en daily, cette petite réunion journalière de 15 minutes le matin, où on fait un petit tour de table sur qui fait quoi, etc. Et à la fin, on montre une ou deux fonctionnalités. Peut-être que Marc, tu veux compléter sur ton ressenti de l'autre côté. C'est exactement ça. Il n'y a pas des espèces de cycles où toutes les 2 semaines, tac, on récupère un nouveau produit. On a accès via le web à l'outil. Et quand on fait le daily le matin, on peut faire une remarque. Tiens, là, par exemple, sur l'échelle, ce serait pas mal de ne pas la faire commencer à 0 ou autre. Et à un moment dans la journée, on reçoit un petit chat. Ça y est, c'est fait, tu peux aller regarder en prod. Et donc, c'est une espèce d'amélioration continue. On n'a pas ce système un peu rigide de cycle. Sinon, il y a une autre question. C'est une question sur la démarche XP au regard des inputs. Si la personne veut bien clarifier, parce que j'avoue, je n'ai pas super bien saisi la question. C'était Mathieu. Est-ce que Mathieu est toujours là? Vous pouvez prendre la parole à l'oral, Mathieu, si vous voulez. Bon, on peut peut-être passer à la prochaine question dans ce cas-là. De combien a été améliorée la précision des nominations? Alors, je pense que je peux répondre à cette question. Alors, c'est toujours un process en cours. On n'a pas encore fini le projet.
Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est censé finir en février. Mais pour l'instant, on réfléchit plus en termes de chiffrage en euros plutôt qu'en précision, parce qu'on se dit que une métrique qui parle au métier, c'est quand même un peu plus intéressant. Et là, c'est plus en termes en moyenne, 100 € par jour par rapport à ce qui était fait avant. Ce qu'il faut voir sur cette histoire, en fait, on a un petit peu simplifié le problème. Il y a plein d'autres fonctionnalités. Donc là, il y a une autre partie qui nous a permis, en fait, dès le début, d'automatiser un processus qui n'était pas du tout fait, et donc là, de faire économiser les fameuses centaines de milliers d'euros dont on parlait au début. C'est ça. C'est-à-dire qu'en plus de nous donner des prévisions de consommation, ça nous alerte quand on dépasse certains seuils, au-delà duquel on paie des pénalités. Et avant, on n'avait pas d'outils qui surveillaient ce qui se passait pour nous permettre de mettre en place des solutions qui évitent de payer les pénalités. Donc ça, c'est en prod depuis le premier jour. Et pour revenir sur la précision, sans rentrer dans du chiffré, la prévision à J1, elle était un peu moins bonne que celle que faisait la personne de notre équipe. Donc ça l'intéressait moyennement. Maintenant, c'est meilleur que ce qu'il disait avant, donc ça commence à l'intéresser beaucoup. Et c'est comme ça que petit à petit, on embarque les utilisateurs. Il y a une autre question. Dans le cadre de votre MVP, pouvez-vous me dire quand vous réalisez vos tests automatiques pour assurer la qualité de la donnée? Exemple, s'assurer que l'extract remonte les bonnes données, par exemple. Et combien de temps ça vous a pris de faire vos tests automatiques? Alors, du coup, dans la démarche de test automatisé, on a plusieurs types de tests. On a les tests sur le code, mais j'ai l'impression que ce n'était pas tout à fait votre question. Donc, on a des tests automatisés qui sont posés sur le code, des tests unitaires, des tests d'intégration, des tests end-to-end, qui, eux, sont lancés à chaque fois que l'on code. Pour ce qui est de vérifier que les données sont de bonne qualité, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore automatisé. C'est-à-dire que, pour l'instant, on attend de rencontrer les problèmes avant de chercher à les résoudre ou à avoir des plans de mitigation. On fait ça parce qu'on est encore en phase de développement, bien sûr. Je vais vous donner un exemple pratique. Par exemple, on s'est rendu compte que pour un compteur en particulier, pendant un mois, il n'y avait pas de données qui arrivaient. Ça, on s'en est rendu compte en fil de développement. On avait commencé à mettre en place une fonctionnalité qui traitait des données historiques, etc. Et puis, on avait un gros trou dans les... Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il était possible d'avoir des trous dans les données de la part de nos fournisseurs de données. Et comme on avait ces trous dans les données, eh bien, il fallait qu'on mette en place un processus pour résoudre les trous dans les données, c'est-à-dire être capable que le code ne plante pas, qui est quand même une solution, et être capable d'alerter sur le fait qu'il y a des données manquantes. Donc, on a vraiment une démarche on ne commence pas par chercher à valider toute la qualité des données, etc. On attend de rencontrer les problèmes. Une fois qu'on les a rencontrés, on va les documenter par des tests automatisés dans le code. Ça nous évite de suringénierer à nouveau ces validations de données. On peut passer, je pense, à la prochaine question. C'est que mettez-vous derrière la notion d'architecture émergente? La notion d'architecture émergente, c'est un petit peu en opposition à ce qu'on peut voir souvent sur des projets, à savoir qu'il y a une phase de cadrage un petit peu longue où on cherche à définir une architecture. Et là, vous vous retrouvez avec des schémas d'architecture où il y a plein de carrés partout, plein de flèches dans tous les sens, etc. Et puis, ça décrit à peu près votre système. L'architecture émergente, à l'inverse, se dit on va mettre en place la plus petite architecture nécessaire pour faire notre fameux MVP, notre première solution qui va apporter quelque chose à notre utilisateur. Donc là, dans ce que vous avez vu, notre plus petite architecture, c'était un extract manuel, un petit script Python et puis un screenshot. Donc beaucoup de tâches manuelles au passage. Et après ça, au fur et à mesure, on va rajouter des briques là-dedans qui vont nous permettre d'automatiser ou d'ajouter des fonctionnalités. Par exemple, le fait de faire un extract manuel, on l'a remplacé par un flux d'ingestion de données, ça s'appelle un ETL, un Extract Transform Load, donc un flux d'ingestion de données avec certaines technologies du cloud provider qu'on utilise. Donc là, on a ajouté une brique, et donc on est capable de faire un nouveau schéma d'architecture où il y a un nouveau carré, et puis il y a deux nouvelles flèches. Et puis la semaine d'après, on va développer une nouvelle fonctionnalité, et on va ajouter à nouveau un nouveau carré et une nouvelle flèche. Donc c'est vraiment l'idée de construire l'architecture au fur et à mesure des besoins que l'on rencontre et que l'on implémente. Le bénéfice de cette démarche, c'est d'éviter de suringénierer notre architecture. Par exemple, on aurait pu se dire dès le début, ok, on va manipuler des données, c'est des séries temporelles qui sont assez fréquentes, du coup il nous faut une base de données ultra solide, avec des réplicas, etc. En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas tant de données que ça au fur et à mesure, et donc on est toujours sur une base de données assez simple.
Ça nous permet aussi de changer le plan en marche. On avait quand même fait au début, en phase de cadrage, un schéma d'architecture un peu complet qui nous donnait une vision un petit peu de toutes les technologies qu'on allait utiliser. Ça nous donnait une vision un petit peu long terme des technologies, mais si on était parti juste sur ce schéma, on ne serait peut-être pas permis de tout casser, de tout changer. Là, on se permet de vraiment tout changer régulièrement, y compris par exemple les différents repositories ou les différents outils qu'on manipule, d'en enlever, d'en remettre, de fusionner certaines choses. Je ne sais pas si j'ai un petit peu répondu, moi si j'ai répondu de manière suffisamment claire. Sinon, n'hésitez pas à poser une question complémentaire. Alors, la personne dit que c'est clair pour elle. Super. Il reste une dernière question, c'est est-ce qu'une stack minimale et que vous maîtrisez n'aurait pas pu être mise en place directement? Je pense que c'est un commentaire à la mention de l'Ops qui est plutôt junior et qui n'aurait peut-être pas pu mettre en production tout d'un seul coup. Du coup, la stack minimale que l'on maîtrisait dès le début, c'était notre fameux script Python et des extracts. Et ça, c'est une stack vraiment minimale, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de plus d'outils pour être capable de faire quelque chose de vraiment utile à notre utilisateur. Et après ça, on a complété la stack technique, les outils, au fur et à mesure, en fonction de nos besoins. Et on est allé découvrir un certain nombre d'outils du cloud provider, on est allé voir d'autres technologies. On allait aussi beaucoup s'inspirer des autres équipes de la Total Digital Factory, quel genre d'outils ils utilisent, comment ils ont fait les choses. On s'est inspiré également des standards que nous proposait la Digital Factory à travers ses coachs. Il y a une autre question. Bonjour, est-ce que l'équipe de Marc n'a pas peur de se voir remplacée? Comment envisagez-vous votre métier dans le futur avec cet outil? Donc, je pense Marc. En fait, le cœur du métier d'acheteur d'énergie, c'est surtout de suivre l'évolution des marchés de gros de l'énergie. Parce que le prix du gaz et de l'électricité, c'est assez volatile, ça peut varier du simple au double durant une année. Donc, c'est la partie, on va dire, la plus intéressante du travail, c'est de suivre les marchés pour prendre les meilleures décisions de fixation de prix au meilleur moment. Ça va être plus compliqué à remplacer par une machine. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'était une idée qu'on avait appelée VADER 2 dans un deuxième projet pour la Digital Factory qui a été écarté parce qu'on estime que c'est assez compliqué. Parce qu'il s'agit de prédire l'occurrence d'une pandémie, par exemple, ou d'un tweet de Donald Trump, ce qui n'est pas toujours évident. Et cette partie de nomination, en fait, ça prend, on va dire, une demi-heure, 1 heure par jour à une personne dans l'équipe qui pourra consacrer ce temps à faire des choses qui amènent plus de valeur. Donc, on n'a pas cet état d'esprit de refuser l'automatisation par peur de perdre de l'activité. Il y a une autre, si la réponse est satisfaisante. Bonjour. Je pense que ma question elle a été un peu coupée par deux commentaires. Du coup, la question c'est de savoir, pour poser la première architecture, l'archi 0, où j'imagine que, rassurez-moi, vous n'êtes pas arrivé le premier jour pour tout de suite poser cette archi, vous êtes approprié quand même un petit peu le problème fonctionnel. Ça vous a pris combien de temps? C'est la partie cadrage, justement, dont on a parlé au début, qui s'est passée pendant le mois de septembre. Je laisse Emmanuel et Marc détailler. Du coup, sur la partie cadrage, c'est une phase qui a duré à peu près 3 semaines. Il y a eu d'abord une petite phase d'onboarding à la Digital Factory, du coup, pour connaître le contexte, etc. Et puis, le premier truc qui s'est passé, c'est que Marc nous a présenté son plan, son projet, qui avait déjà été un petit peu préparé, du coup, pour être validé. Et donc, il nous a fait cette présentation, il nous a raconté un petit peu comment ça s'était passé. Et donc là, on a compris, on a essayé de comprendre, on a compris le début du problème fonctionnel. Et après ça, on a fait un certain nombre d'ateliers, déjà en tant qu'équipe pour se constituer, puisque c'était une équipe neuve. Donc définir nos pratiques, définir un petit peu les rôles et responsabilités de chacun, définir nos rituels. Et puis, bien sûr, avancer un petit peu sur comment on va implémenter ce problème fonctionnel. Et donc, on a dessiné, par exemple, un schéma d'architecture un petit peu plus complet pour avoir cette fameuse vision de vers quoi on pourrait aller et de quel genre de technologie on doit maîtriser. On a eu des démarches d'UX, on a des UX qui ont accompagné Marc pour définir un petit peu le... Peut-être que tu peux le raconter mieux que moi, ça, la démarche UX.
Oui, il y a une équipe qui est à côté de l'équipe de développement proprement parlé et qui est spécialiste justement de l'expérience utilisateur, donc qui nous a aidé à définir des personages, ça s'appelle donc des personnages types. Donc, la personne sur site qui est dédiée à l'énergie, qui intervient un peu dans le process, les personnes dans notre équipe au siège, et pour essayer de lister un peu les différentes actions et interactions qu'elles ont entre elles. Et également pour dessiner les écrans, c'est-à-dire qu'on leur expliquait, voilà, nous on a besoin d'un écran pour, j'en sais rien, va faire modifier tel ou tel paramètre. Et ce spécialiste de l'ergonomie nous proposait plusieurs dessins d'écran en plaçant des boutons à tel ou tel endroit, des menus déroulants, des choses comme ça. Et ce qui nous permettait déjà de ne pas avoir à le faire nous-mêmes et de le faire avec un œil de spécialiste et de penser à tout. Et une fois que les écrans étaient dessinés et validés, enfin, finalisés, c'était passé à la personne dans l'équipe qui s'occupe de la partie front et qui n'avait, entre guillemets, plus qu'à les développer sans avoir à réfléchir à la partie user. Et ce qu'il faut voir dans cette démarche de cadrage, donc pendant ces 2 semaines et demie, on n'a pas tout figé dans le marbre. En fait, on a tiré 2 choses de ces 2 semaines et demie, 3 semaines de cadrage. La première, c'est une bonne compréhension métier de qu'est-ce qu'on va devoir implémenter. Quel est le métier de marque, en fait. La deuxième, c'est une vision de vers où on va. Qu'on ait une bonne idée de concrètement la quantité de technologies qu'on va manipuler, le genre de fonctionnalités qu'on va manipuler, etc. Et puis, même si j'ai dit 2, je vais en mettre une troisième, c'est une bonne idée de ce qu'on va faire le premier jour. Donc le premier jour dont vous mentionnez, c'est du coup, après ces 3 semaines de cadrage, c'est de dire quelles fonctionnalités on va implémenter, comment on va s'y prendre, et après ça, au fur et à mesure, et on le fait toujours d'ailleurs pendant cette phase de delivery, on continue à compléter notre roadmap court-termiste, j'ai envie de dire. On va se dire, bah, d'ici 1 à 2 semaines, on va faire ça. Et pour faire ça, en fait, on a un rituel une fois par semaine, où on prend le temps de passer sur tout le backlog, donc la liste des tâches à faire, et puis on repriorise, on redécoupe, etc., pour choisir un petit peu la prochaine chose qu'on va livrer à nos utilisateurs. On a une dernière question. Par votre expérience, y a-t-il cependant éventuellement certains inconvénients, ça parle de la démarche qu'on a utilisée, ou des axes d'amélioration? Je peux commencer. Une première limite que je vois, c'est que ce n'est pas forcément applicable à tous les projets. J'imagine, j'ai des collègues qui ont des projets en parallèle à Digital Factory. Quand les utilisateurs, par exemple, c'est des gens sur plateforme industrielle qui n'ont pas de PC, parce qu'il y en a, c'est pas possible de leur apporter de la valeur comme ça dès le premier jour. L'équipe est obligée de développer un vrai front, enfin, des briques intermédiaires avant de pouvoir apporter cette valeur. Donc, la première limite que je vois, c'est que ce n'est pas généralisable à tous les projets. Effectivement, il va y avoir quelques projets où ça peut être faisable, et puis sans doute que si vous lancez des fusées ou vous faites des centrales nucléaires, vous n'avez pas envie d'avoir ce genre de démarche. Ce qu'il faut voir quand même, c'est on a eu un bel alignement des planètes. C'est-à-dire qu'on a réussi à extrêmement découper et donc arriver au premier jour. Je pense qu'il est toujours possible de découper le projet plus simplement. Il n'est peut-être pas toujours possible de réussir à livrer quelque chose le premier jour. Et du coup, le fait d'avoir ce projet où on arrive bien à découper, où on a une Digital Factory aussi qui nous laisse faire des choses très minimalistes, ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite. Et il peut y avoir des contextes où il faut peut-être plus convaincre le métier, peut-être plus convaincre le management, peut-être plus convaincre l'équipe aussi de développement, de faire quelque chose de plus minimaliste. J'ai un petit peu du mal. Des améliorations, il y en a toujours. On a beaucoup travaillé sur l'amélioration du fonctionnement de l'équipe. Il y a un rituel auquel on tient beaucoup, c'est les rétrospectives. Au début, c'était une fois par semaine, puis maintenant, c'est une fois toutes les 2 semaines. On se pose pendant 1 heure et puis on se demande qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est améliorable. On améliore pas mal d'équipes. Sur la démarche, je ne saurais pas trop vous dire ce qu'on peut améliorer, changer. C'est une démarche qui nous a beaucoup convenu et qu'on a construit avec l'équipe. Donc tout n'est pas directement applicable dans ce qu'on a fait sur vos projets. Par contre, je pense que les quelques takeaways qu'on a pris à la fin, ça, il y a moyen qu'ils soient applicables sur vos projets.
Et une autre limite aussi pour compléter, c'est que ça prend beaucoup de temps. Il faut que le PO soit beaucoup impliqué dans le projet. Donc, s'il a il y a toujours un métier à côté, il faut qu'il puisse dégager assez de temps pour s'y consacrer pleinement, en tout cas suffisamment pour que ça fonctionne. Dans notre cas, j'ai 2 apprentis que je voudrais remercier, Armand et Werner, qui ont participé en tant que PO-BIS au projet et étaient là quotidiennement pour aider l'équipe. Donc ça aide il faut de la disponibilité côté PO pour que tout ce qu'on vient de vous décrire fonctionne. Justement, si je devais trouver un inconvénient, ce serait l'absence de proxy PO, parce qu'on n'a pas souvent des PO côté métier qui sont aussi nombreux, donc quand même Marc plus ces 2 alternants. Et surtout que, par exemple, on n'a pas l'expertise du proxy PO qui a l'habitude de faire des projets agiles. Et je pense que ça a manqué un peu, mais pas beaucoup, parce que comme je dis, on avait quand même 3 PO côté métier très disponibles et on avait un tech lead qui s'est occupé de la partie découpage de tickets, etc. Donc ça ne peut pas forcément marcher sur tous les projets. Sinon, il y a un petit questionnaire que j'ai partagé sur le chat. Si vous pouvez prendre juste une petite minute pour le remplir, c'est utile pour nous parce qu'on peut améliorer nos futurs comptoirs. Merci d'avance. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il reste 2 minutes normalement. Pas de questions, mais d'être très clair. S'il n'y a plus de questions complémentaires, je vous propose de terminer ce comptoir. Merci beaucoup d'être venu. Et puis peut-être à très vite sur un autre comptoir.